Merci pour l'invitation, c'est un très grand honneur. Je vais donc vous parler de méthodes numériques pour résoudre un type d'équations qui sont les équations elliptiques à coefficient stochastique. C'est des questions sur lesquelles je travaille maintenant depuis un long moment, puisque j'ai dû commencer à peu près en 2002, donc une quinzaine d'années, avec Omar Kniot. Et au cours de toutes ces années, on est passé par différents endroits. Donc moi, je suis aujourd'hui au LIMSI à Orsay. L'IMSI qui est une unité propre du CNRS, donc on n'est pas rattaché à Paris-Sud ou Paris-Saclay. Et on est passé aussi par Johns Hopkins, Coast dernièrement, et Duke, où j'ai passé 2 années il y a quelques temps. Donc je vais commencer tout de suite par vous donner l'équation à laquelle on s'intéresse. Alors on s'intéresse aux équations elliptiques, principalement aux équations elliptiques d'ordre 2. Donc typiquement, divergence d'un coefficient k fois le gradient de la solution est égal à un second membre. Là, j'ai un moins en trop d'ailleurs qui traîne, avec des conditions limites qui, pour faire les choses simples, ici, je considérais comme des conditions de Dirichlet homogènes. Donc la solution est nulle sur le bord. Alors pourquoi on s'intéresse à cette équation ? C'est parce que simplement c'est très générique, elle apparaît dans quantité de problèmes physiques, en particulier dans les écoulements en milieu poreux sur lesquels on a beaucoup travaillé, mais aussi en élasticité, en problème de thermique, avec tout ce qui est la conductivité, et aussi en électromagnétisme. Donc c'est une équation très générique, très simple, et qui a aussi le bon goût d'avoir été très très étudiée, en tout cas du point de vue dans le cas déterministe. Donc on a énormément de résultats sur cette équation, ce qui permet aussi, pour les gens qui font la théorie et de l'analyse, d'étendre ces résultats au cas stochastique. Alors, qu'est-ce qui est stochastique dans cette équation ? C'est le coefficient, donc le paramètre de l'équation elliptique que moi j'appelle k. Donc je le note k de θ, où θ va être un événement aléatoire. Donc on ne connaît pas exactement la valeur que prend k. Par contre, on va devoir mettre des contraintes pour s'assurer que le problème est bien posé, que le problème reste effectivement elliptique. Donc typiquement, on va imposer que k est borné avec une valeur inférieure et une valeur supérieure dans un sens presque sûr, donc pour presque tout événement θ. Alors, comment on peut résoudre cette équation ? Il y a les approches tout à fait usuelles où on va savoir, quand on s'est donné une loi sur le coefficient k, on va savoir comment l'échantillonner, donc tirer des réalisations aléatoires de ce champ k, et on va faire des méthodes de Monte-Carlo, on va tirer des réalisations de k, on va calculer les solutions U correspondantes, et à partir de ça, on va pouvoir estimer des statistiques sur la solution U. Des quantiles, des moyennes, des variances, des corrélations entre 2 points, ce genre de choses. Ça, c'est ce qui a été fait depuis très très longtemps avec les méthodes de Monte-Carlo qui remontent aux années 40. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'autres types de méthodes, donc qui sont des méthodes spectrales, qui sont quand même maintenant passe de devenir assez classiques, puisque les premières idées sont apparues dans les années 89 avec Ganem et Spanos. Et là, l'idée, c'est d'introduire d'abord une paramétrisation du champ K, donc du champ de conductivité thermique, si par exemple on pense à un problème de conductivité thermique. Et on va faire cette paramétrisation à l'aide d'un nombre fini de variables aléatoires. Et à partir de ce moment-là, on va regarder la solution comme étant une fonctionnelle de ces variables aléatoires, et on va chercher à faire un développement spectral de cette fonctionnelle. Alors, ça, c'est des méthodes qui ont été très bien utilisées, qui sont maintenant bien comprises, qui ont été très utilisées et analysées, mais qui se heurtent à un certain nombre de problèmes, en particulier le curse of dimensionality, donc la plaie de la haute dimension. En d'autres termes, c'est des méthodes qui sont difficilement applicables lorsque la paramétrisation nécessite d'utiliser un grand nombre de variables aléatoires. Donc là, je détaillerai dans la suite de l'exposé précisément comment sont ces méthodes et comment on a pu proposer au cours de ces dernières années des techniques qui permettent de traiter ce problème de la dimensionnalité avec des méthodes de grille creuse, des méthodes de décomposition orthogonale généralisée, des approximations de Laurent ou ce genre de choses. Dans la fin de l'exposé, j'arriverai à des questions qui sont un petit peu plus peut-être actuelles, qui consistent à se poser des questions sur la façon dont on réalise la paramétrisation. Et effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas des façons de gagner sur cette chose-là ?
Et puis surtout, comment on peut, parce qu'il y a le problème de la complexité, mais il y a aussi le problème de résoudre ces problèmes-là sur des machines, et comment on peut exploiter les nouvelles architectures qui sont en train d'émerger, donc l'Exascale, essayer d'adapter les algorithmes et les méthodes de résolution dont on dispose à ces nouvelles architectures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je viendrai à la fin de l'exposé. Donc, je vous propose de suivre le plan suivant. Je commencerai par parler donc, des méthodes spectrales d'un point de vue assez général, en commençant par la paramétrisation, donc en introduisant la décomposition de Karhunen-Love du champ K. J'introduirai ensuite les méthodes de décomposition en polynômes de chaos, et je parlerai de différentes méthodes de résolution. Dans une seconde partie, je vous parlerai d'approximation de rangs faibles de la solution, notamment par la méthode PGD, donc Proper Generalized Decomposition, en vous montrant quelques algorithmes et comment ça peut être implémenté. Et j'essaierai de généraliser ça après avec d'autres formats de rangs faibles. Et puis donc sur la fin, en vue d'appliquer ces méthodes de résolution sur les machines massivement parallèles, je parlerai de méthodes de décomposition de domaine et comment on peut revisiter la décomposition de Karhunen-Love et l'échantillonnage Monte-Carlo des équations elliptiques. Alors, on a dit donc on est dans un cadre stochastique, donc je vais avoir un espace probabilisé, donc avec θ qui va être mon espace des événements, sigma θ qui va être l'algèbre associée, et des mu qui va être la mesure sous-jacente. Alors en fait, j'en ferai plus du tout mention après, mais il existe toujours cet espace probabilisé sous-jacent. On travaille sur des équations elliptiques qui sont posées sur des espaces de dimension 1, 2 ou 3. Et pour ça, je vais introduire donc un espace pour les fonctions spatiales que je vais appeler V, avec oméga qui va être le domaine borné de cet espace. Et je vais donc avoir un produit interne que je vais noter avec les crochets, le oméga, qui me définit une norme. Au niveau stochastique, je vais introduire donc l'espace des variables aléatoires qui ont de moments d'ordre 2 finis, donc qui va être représenté par ce produit interne et qui est simplement l'espérance de U au carré, à la puissance 1,5. Et je vais donc demander à ce que ce soit borné pour que la variable aléatoire appartienne à L2. Donc j'ai un espace stochastique V et j'ai un espace déterministe V et un espace stochastique L2 de θ. Alors, je vais m'intéresser à la décomposition ou la représentation à l'aide d'un nombre fini de variables aléatoires d'un champ aléatoire K de X θ. Donc je vais dire que K appartient à l'espace déterministe presque sûrement, donc pour presque tout événement K est dans V. Et puis je vais dire qu'il existe des corrélations à 2 points qui existent pour tout point pris dans oméga. Et l'idée de Karhunen-Love, c'est de chercher à représenter ce champ ici sous la forme d'une série à n termes si on le tronque, qui fait intervenir des fonctions spatiales, phi L de x, et des variables aléatoires eta L de θ. Donc c'est une séparation stochastique déterministe. Alors, on veut faire cette décomposition. Si on veut la faire, il y a plein de façons de l'écrire, évidemment. Mais ce qu'on veut chercher à faire, c'est minimiser l'erreur de représentation, c'est-à-dire trouver la meilleure représentation à n termes qui minimise cette erreur au sens quadratique moyen. Donc ça fait intervenir le champ original, sa représentation tronquée, on prend la norme en espace au carré et on regarde l'espérance par rapport aux événements aléatoires. C'est un coefficient K, ce n'est pas une matrice. Ça, on pourrait l'étendre à un tenseur, mais ici c'est un scalaire, effectivement. Et dans la représentation, on pourrait avoir des difficultés de positivité des matrices. Oui, il faudrait aussi imposer la positivité. Ouais. Là, je parle d'un champ général. Alors, en fait, on connaît la solution optimale de ce problème-là. Alors, si je centre, pour juste que ce soit plus pratique, si je centre mon processus en lui enlevant sa moyenne, donc je recherche une décomposition de ce type-là. Et ce qu'on peut montrer, c'est que les fonctions spatiales, en fait, sont données par les valeurs propres et les vecteurs propres de la décomposition de la convariance du champ.
Donc c'est ce qu'on appelle Kaunen-Love, c'est aussi connu comme, sous le nom de POD ou PCA, donc Principal Orthogonal Decomposition ou Principal Component Analysis. Donc ça revient à décomposer cette fonction de covariance et donc de rechercher les valeurs propres, lambda L, associées aux fonctions propres phi L. Alors on sait que comme les noyaux de covariance sont symétriques et non négatifs, toutes les valeurs propres sont aussi symétriques, sont aussi non négatives. Et donc l'erreur de représentation qu'on va faire in fine va être donnée comme la somme des valeurs propres que l'on ne retient pas dans la décomposition. Donc la recette, elle est simple. Pour construire cette représentation optimale, il suffit de prendre les valeurs, enfin, les couples dominants de l'opérateur de covariance. Alors, quelques propriétés quand même de cette décomposition. Donc là, j'ai normalisé les fonctions spatiales. Elles sont orthogonales, au sens du produit interne sur oméga. Et d'autre part, les variables aléatoires qu'on a dans la décomposition sont aussi non corrélées et ont une variance unitaire, si on fait le bon scaling. Donc à partir de là, on voit que la définition de la variable aléatoire elle est donnée comme la projection du processus sur le L-ième mode propre. Alors ça, c'est très utile parce que ça permet donc d'avoir une représentation optimale de ce processus stochastique, mais évidemment, on ne peut pas appliquer ce genre de décomposition sur la solution elle-même, puisqu'on ne connaît pas la covariance de la solution. Mais ça peut se faire sur le paramètre. Alors, comment se comporte ce développement ? En fait, tout est dicté par la structure de corrélation qu'on a. Donc, si on prend une structure de corrélation qui, par exemple, est de type gaussienne, c'est-à-dire une décroissance des corrélations qui décroît avec le carré de la distance entre les deux points sur lesquels on mesure, là, je suis en 1D, on voit là la décroissance du spectre des valeurs propres de la covariance, qui est très rapide si j'ai une grande longueur de corrélation. En gros, on peut dire que vous avez besoin de peu de modes pour représenter les fluctuations stochastiques de ce champ. Et à l'inverse, si la longueur de corrélation est petite, ici donc 1/20 de la longueur du champ, vous voyez que vous avez besoin d'un nombre de modes significatif pour atteindre une précision importante. Parce que vous avez, c'est représenté 4 échantillons dans le cas de la grande longueur de corrélation, donc la moitié de la longueur du domaine, et dans le cas d'une petite longueur de corrélation, 1/20 de la longueur du domaine. Vous voyez que plus la longueur de corrélation est faible, plus vous allez avoir des fluctuations à petite échelle dans les réalisations du champ. Alors, du coup, maintenant, on va écrire une approximation du champ comme étant une paramétrisation faisant intervenir les n variables aléatoires dans le développement de Kaunen-Love, dont on connaît les distributions. On sait aussi qu'elles sont non corrélées, a priori. Et on va se mettre à rechercher la solution comme étant une fonctionnelle de ces variables aléatoires. Donc si je mets maintenant dans mon équation cette approximation Kn de mon champ initial, donc avec les n variables aléatoires, la solution devient elle aussi fonction de ces variables aléatoires. Et donc j'ai à résoudre ce problème-là ici avec les conditions de Dirichlet homogènes. Donc l'idée des méthodes spectrales, c'est en fait d'exploiter toute la régularité qui existe dans cette solution en fonction des variables xi, s'il y en a, évidemment. Et donc de rechercher à écrire la solution ici sous la forme d'un développement type Fourier entre des coefficients déterministes qui vivent dans l'espace déterministe, multipliés par des fonctions stochastiques, donc des transformations de la variable aléatoire xi. Donc typiquement ici, ça va être des polynômes. Donc quand je dis que l'idée c'est d'exploiter la régularité, c'est qu'on sait que pour des champs qui ont suffisamment de régularité, on va obtenir une très très grande régularité de U vis-à-vis des variables xi. Donc il y a un certain nombre de conditions qui existent. C'est effectivement que, on a ici des bornes sur la version tronquée, pour que le problème soit continu et coercif. D'autre part, comme on va quand même vouloir représenter ici des solutions avec des moments finis, il va falloir que la distribution soit telle qu'on ait effectivement des solutions de carré intégral. Et d'autre part, pour avoir ici une convergence suffisamment rapide de ce développement, il va falloir avoir une bonne régularité sur xi, ce qui impose une régularité suffisante
sur les dépendances du paramètre vis-à-vis de xi. Donc ça a été très analysé par notamment Julia Charrier à Rennes avec Arnaud Debuche. Et ils ont montré qu'un modèle tout à fait classique pour K, c'est le modèle log normal, en prenant des noyaux de corrélation qui sont de type materne, si vous connaissez, mais avec des exposants qui ne sont pas trop petits. Voilà. Et on sait que dans ces cas-là, le problème est extrêmement bien posé. En fait, on a la solution ici est analytique en xi, donc on a des convergences très rapides pour ce type de développement. Alors, je vais passer directement à un cas particulier qui correspond au cas où la paramétrisation fait intervenir des variables indépendantes et identiquement distribuées. Ici, le fait qu'elles soient identiquement distribuées, c'est juste pour alléger les notations. Ça évite de distinguer ce qui se passe selon les différentes variables. Mais le point essentiel, c'est l'indépendance, qui fait que la densité de probabilité de la variable aléatoire se factorise comme un produit de densité de chacune de ces variables aléatoires. Du coup, si j'introduis une famille de polynômes orthogonaux vis-à-vis de cette mesure univariée, donc les petits psi alpha, je peux reconstruire des fonctions multivariées, donc il faut intervenir toutes les dimensions stochastiques, simplement en prenant le produit de ces polynômes à différents degrés. Donc ici, j'introduis un multi-index alpha qui me donne le degré des polynômes dans la variable 1, la variable 2, etc., jusqu'à la variable n. Voilà. Et du coup, j'écris mon approximation comme un développement sur une somme de multi-indices pris dans un ensemble de multi-indices A qui doit être spécifié d'une façon ou d'une autre. Et la façon classique de faire ça, c'est de considérer une troncature par rapport à un ordre total, ce qui fait qu'on demande que la norme 1 du multi-indice soit plus petit qu'un certain degré polynomial. Alors ce que vous voyez, et c'est là qu'est la grosse limite de ces approches, c'est que si vous tronquez le développement à un certain degré polynomial, la taille de la base stochastique sur laquelle vous représentez la solution augmente de façon exponentielle. C'est un problème combinatoire, donc avec à la fois le nombre de dimensions et le degré, vous avez une augmentation extrêmement rapide. Ce qui veut dire que ces méthodes seront effectivement faisables s'il y a une convergence très rapide avec le degré polynomial, ça c'est une chose, mais aussi avec le nombre de variables aléatoires qu'on utilise pour approcher le champ du paramètre, enfin le champ paramètre. Voilà, donc on a cette double convergence en nombre de variables aléatoires et en degré polynomial. Alors comment on peut... la question maintenant c'est évidemment, ayant spécifié la structure du développement, comment on va calculer les coefficients de ce développement. Donc là, les psi sont donnés en gros par la mesure. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que en fait, on est ici sur des familles de polynômes orthogonaux tout à fait classiques si les mesures ou les densités des variables aléatoires sont usuelles. Donc, typiquement, si xi suit une distribution gaussienne standard, la famille de polynômes, c'est les polynômes de Hermite. Si elle suit une distribution uniforme, c'est les polynômes de Legendre. Une distribution exponentielle, ce sont les polynômes de Laguerre, etc., etc. Donc en fait, on est sur des développements spectraux tout à fait classiques, comme on l'a pour les problèmes déterministes, avec une différence qu'on a ici des mesures peut-être un petit peu plus particulières. Alors, comment calculer ces coefficients-là ? On va donc rechercher la solution dans un espace qui est la sensorisation de l'espace déterministe avec un espace stochastique qui est engendré par la base de polynômes par l'ensemble des polynômes orthogonaux qu'on a retenus. Donc on va chercher la solution sous cette forme. Et une façon de le faire, c'est d'introduire ce développement de la solution dans l'équation modèle, donc ici, et de demander à satisfaire cette équation dans un sens faible. Et typiquement, classiquement, comme on le fait pour les équations elliptiques, on va faire une intégration par partie, et on va se ramener à ce problème, cette forme faible, où on va demander que la solution U satisfait à AUV égale BV, donc quel que soit V dans l'espace de recherche. Donc une méthode de Galerkin tout à fait usuelle, où A est une forme bilinéaire. Donc en fait, c'est l'espérance de l'intégrale sur le domaine spatial de la représentation tronquée du coefficient, enfin le gradient de la solution,
avec le produit interne, avec le gradient de la fonction test, et le membre de droite, c'est aussi les espérances. Donc c'est exactement comme dans le calcul déterministe, enfin la forme faible déterministe, sauf qu'on a une dépendance stochastique ici, et on est amené à prendre les espérances en testant sur des fonctions dans un espace un peu plus large. Alors ce qu'on peut montrer, c'est que ce problème, en fait, est effectivement elliptique. Donc on hérite des propriétés du problème déterministe initial. Okay, pour peu qu'on a les bonnes conditions, effectivement, sur le coefficient. Okay, donc le fait que, par exemple, le problème soit coercif, presque sûrement, assure ce genre de choses. Ce n'est pas toujours le cas si on applique ce genre de méthode Galerkin sur d'autres problèmes, en particulier sur les problèmes hyperboliques ou sur les lois de conservation. La projection de Galerkin des lois de conservation avec ce type de développement ne donne pas des systèmes qui ont l'hyperbolicité. Ça a été étudié par Bruno Després en particulier. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail cette forme qu'on a ici, on peut réécrire le problème sous la forme suivante. Donc en fait, ce qu'on a, c'est un ensemble de problèmes couplés pour les modes U alpha du développement en polynôme de chaos qui sont donnés là, avec les formes qui sont données ici. On voit qu'en fait, ce sont sensiblement les mêmes formes que ce qu'on a dans le problème déterministe, mais avec une modification du coefficient de l'équation qui est ici donnée par une corrélation entre l'approximation du coefficient à n termes et un produit de deux polynômes, psi alpha prime. Mais autrement, vous retrouvez la structure de la formulation faible du problème elliptique. Et simplement, vous avez ici un couplage entre tous les modes, puisqu'il y a une somme sur alpha qui apparaît. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si, ici, on regarde juste le problème diagonal, si on veut, donc pour U alpha et qu'on passe dans le membre de droite tous les autres termes, eh bien, on voit que ce problème est bien posé si on a effectivement ici la positivité de ce coefficient-là. Ce qui explique pourquoi on a bien l'ellipticité du problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu la complexité de ce problème. Donc, comment se couplent tous ces modes entre eux? Ça dépend un petit peu de quel est le degré polynomial qu'on utilise pour le développement et combien on a de variables aléatoires dans la représentation du champ K. Alors ici, ce que vous avez, c'est un nombre de modes de plus en plus grand dans le développement de Kaunen-Love de K et un degré fixe qui est de degré 3. Et dans cette représentation, tous les petits points noirs correspondent en fait à une forme ici bilinéaire non trivialement nulle. Donc ça représente tous les termes de couplage. Donc vous voyez que, comme on peut s'y attendre, on a toujours des problèmes sur la diagonale. C'est la remarque que j'ai faite précédemment. Mais quand on augmente le nombre de dimensions stochastiques, on voit qu'on a des structures qui émergent qui sont de plus en plus fines et de plus en plus compliquées, et avec des taux de sparsité, donc parcimonie sur ces problèmes, qui tendent à augmenter. Par contre, quand on fixe maintenant le nombre de dimensions, ici à 5, et qu'on change le degré, on se rend compte qu'on tend vers des systèmes de plus en plus denses, si vous voulez, donc de très grandes dimensions. Donc pour fixer une idée, chaque petit point ici représente un problème qui a la taille du problème déterministe une fois discrétisé. C'est vraiment un système ici de très haute dimension. Et on voit que quand on augmente le degré, on a quelque chose qui devient de plus en plus intensif. Okay. Mais ce qui sauve, c'est que généralement la partie diagonale reste dominante. Et comme on sait que le problème est elliptique, puisqu'il hérite des propriétés du problème déterministe, on peut continuer à utiliser les méthodes itératives type gradient conjugué ou ce genre de choses, et résoudre ces problèmes même s'ils ont des dimensions très très grandes. Donc, pour résumer, on va bien sûr introduire après ça une discrétisation au niveau déterministe, donc par exemple un espace élément fini, mais qui peut être de très grandes dimensions. Donc la taille du problème complet, donc c'est la taille de ces opérateurs ici, et bien c'est la dimension de la base stochastique fois la dimension de la base élément fini, donc ça peut être très très grand, et on peut utiliser donc des solveurs itératifs. Par contre, il va quand même falloir faire une certaine adaptation des codes. C'est pour ça que souvent, les gens n'aiment pas trop passer par cette approche Galerkin, qui pourtant se révèle à l'usage souvent très efficace.
Un autre type de méthode qui est très employé, c'est les méthodes type boîte noire, qu'on appelle méthode non intrusive. Donc là, c'est beaucoup plus simple. L'idée, c'est de dire qu'on va aller échantillonner les variables aléatoires qui paramétrisent K. Et donc, pour chaque échantillon de cette variable aléatoire, on va régénérer le champ correspondant et la solution déterministe correspondante. Okay. Donc, on va obtenir un couple des couples de valeurs des paramètres valeur de la solution. Et à partir de là, on va essayer de réutiliser ces couples pour reconstruire le développement spectral. Donc, le plus classique, c'est de faire des méthodes de régression. Alors là, ça peut aller de la simple régression moindre carré jusqu'à du compress sensing ou des choses régularisées. On peut aussi très bien choisir ici les points axis, par exemple, selon une grille et faire de l'interpolation. On parle alors de méthode stochastique collocative. Donc on va rechercher à interpoler entre les xi qu'on a observés. Et puis on peut chercher à faire de la projection non intrusive, où là l'idée c'est de dire que dans le développement, puisqu'on a orthogonalité entre les fonctions stochastiques sur lesquelles on projette, on peut normalement estimer les coefficients de projection en regardant la corrélation entre la solution et les fonctions stochastiques. Donc c'est ce que je décris ici brièvement avec une approche dite pseudo-spectral projection, donc une projection pseudo-spectrale. Donc l'idée, c'est de partir d'une définition pour un cas 1D. Donc si j'ai une fonction U qui dépend d'une seule variable aléatoire, que je connais la base orthonormale par rapport à la mesure au xi, je vais chercher à projeter, à un certain niveau de précision cette fonction, donc sur un développement tronqué à un certain degré PL, pour un niveau L, où les coefficients UK au niveau L vont être donnés par une quadrature. Donc, typiquement, ici, ce que vous avez, c'est l'approximation de la corrélation entre U et la fonction psi-K, à un certain niveau L. Alors, si maintenant on veut faire de la projection multidimensionnelle, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tensoriser cet opérateur de projection au niveau L sur toutes les directions. Vous partez de quadrature unidimensionnelle et vous tensorisez sur toutes les dimensions. Donc on voit ici que le gros problème, c'est le coût, puisque en gros, vous allez devoir évaluer ici en 1D la fonction nl fois pour atteindre le niveau L, et quand vous allez tensoriser, il va falloir l'évaluer nl fois à la puissance n. Donc ça se comporte très très mal avec le nombre de paramètres dans la représentation de K. Alors, l'idée, c'est du coup de dire qu'on peut travailler non pas avec l'opérateur de projection directement, mais avec la différence de projection entre deux niveaux et utiliser des formules de projection qui sont imbriquées. Donc, les points à un niveau L vont apparaître au niveau supérieur. Voilà. Et quand on réécrit la formule de projection en termes des deltas, on voit qu'on est amené à faire des sommes donc, entre le niveau L' qui va de 1 à L pour arriver jusqu'à pi de L. Simplement, c'est une somme télescopique qu'on est en train d'écrire. Et on tensorise ces delta projections ici en sommant partout. Alors quand on l'a écrit comme ça, on n'a rien gagné en fait. Même peut-être si on n'utilise pas des formules avec des points imbriqués, au contraire, on s'est rajouté beaucoup de calculs supplémentaires. L'hypothèse de base ici, c'est quand même de dire que ce qui est coûteux, c'est d'évaluer le modèle pour une valeur des paramètres, donc, plus que tous les traitements qui sont ailleurs. Donc là, on n'a rien gagné, mais où on peut gagner, c'est qu'on peut ici, en gros, gratter sur cette somme sans perdre trop en précision en enlevant des tensorisations. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de sommer sur tous les niveaux de 1 à L, on va faire ici une somme creuse sur des niveaux qui sont donnés par des multi-indices, de nouveau, qui vont avoir une norme, par exemple, qui va être plus petit que L. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, vous avez ici le cas 2D avec des formules de projection unidimensionnelles de niveau croissant dans les deux directions. Si vous faites la tensorisation complète, vous obtenez cette grille sur laquelle vous devez évaluer en chaque point la solution, donc résoudre un problème elliptique déterministe en chaque point. Et ce que propose la formule de Smoliak, pour la définition ici qu'on a des multi-indices, c'est de ne sommer que les formules, les delta incréments, qui sont sous la diagonale. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on passe de la formule pleinement tensorisée avec beaucoup d'évaluation à une formule qui demande beaucoup moins d'évaluation,
avec une perte en précision qui n'est pas si dramatique. En particulier si les fonctions sont quasiment additives, donc si les effets des différents xi sont découplés, en fait vous n'auriez qu'à prendre les sommations ici. Alors on peut généraliser évidemment ce genre de choses en plus haute dimension. Vous voyez ici pour différents niveaux ce que ça donne pour la formule de Smoliak en 2D ou en 3D. Vous voyez que vous avez des gains qui sont de plus en plus significatifs. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est définir d'autres stratégies qui vont, par exemple, ici, chercher à creuser encore le nombre de multi-indices que vous retenez dans la sommation. La seule contrainte que vous avez, c'est en fait de vous assurer que si un multi-indice est présent dans votre somme, tous ses prédécesseurs doivent être présents pour que la propriété de somme télescopique des deltas reste vraie. Vous ne pouvez pas vous permettre de négliger ici une sommation sur des choses qui sont intermédiaires. Mais en fait, sur des formules qui considèrent des points imbriqués, considérer tout ce qu'il y a en dessous, il n'y a aucun intérêt en fait, à sauter des tensorisations. Voilà. Alors, ces formules donc, dites de grille creuse, vous pouvez effectivement les utiliser pour faire de la projection, ici pseudo-spectrale. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire de la quadrature, ce qui va vous faire de la projection non intrusive, mais qui va éventuellement avoir de l'aliasing interne. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire de l'interpolation en haute dimension, donc sur des supports, des points supports qui sont distribués de façon creuse. Voilà. Alors, ça c'est bien, mais vous voyez quand même que déjà, si on veut aller sur des formules, bon, celles-là sont assez précises, je crois qu'on atteint des précisions jusqu'à des degrés quasiment, je crois que c'est 20, mais vous voyez quand même qu'il y a un nombre de points d'évaluation qui est assez important, et on a vu aussi l'augmentation de la base polynomiale avec le nombre de dimensions dans les méthodes de Galerkin. Donc ça c'est bien, mais ça fait que ces méthodes restent quand même extrêmement coûteuses, si le nombre de dimensions et le degré recherché est élevé. Alors, ce qu'on aimerait faire, et ça c'est ce qui a été proposé donc, par les méthodes PGD, c'est rechercher une approximation qui soit plus générique et qui, contrairement à aux approches que j'ai décrites précédemment, où on fixe la base polynomiale et ensuite on recherche les coefficients, là on voudrait adopter directement une forme séparée sans avoir un a priori sur les fonctions spatiales ou les fonctions stochastiques. Donc là, on ne voudrait pas choisir a priori les u alpha et les lambda alpha, mais les choisir de manière à avoir une certaine optimalité. Donc il y a deux façons d'interpréter cette approximation. Soit on peut le voir comme étant une approximation sur une base stochastique réduite de fonctions aléatoires, les lambda 1 à lambda m, ou on peut le voir comme étant une approximation sur une base réduite de fonctions spatiales u1 à um. Ça, c'est deux visions. Mais le truc essentiel, c'est qu'on ne va pas se donner a priori l'une ou l'autre de ces bases pour calculer l'autre. Et évidemment, la question, c'est comment définir ces bases, okay, et surtout comment calculer cette décomposition. Alors, on a vu tout à l'heure le cas de Kaunen-Love. Donc, si on se dit qu'on veut chercher la décomposition qui minimise l'erreur quadratique en moyenne, on connaît la solution, hein, il suffit de décomposer la covariance de la solution, mais il se trouve qu'on ne la connaît pas. Donc ça, ce n'est pas une route qu'on peut employer, mais ça peut donner déjà des idées. Par exemple, on peut imaginer de résoudre le problème sur un espace stochastique de faible degré, de manière à exhiber une base réduite de l'espace déterministe, et ensuite résoudre le problème stochastique, cette fois avec un degré polynomial élevé, par exemple, en ayant figé ces fonctions spatiales. Ou bien on peut faire exactement le contraire. Ça, c'est des choses qui ont été employées pour accélérer un petit peu les méthodes de Galerkin. Donc, disons que ça fait des Galerkin sur des bases réduites. PGD, donc, qui ont été proposés par Anthony Nui, l'idée, c'est beaucoup plus intéressant, c'est de dire que pour ces problèmes elliptiques, il existe une fonctionnelle d'énergie, donc, que je donne ici, hein, qui fait apparaître la forme bilinéaire et la forme linéaire du problème. Et la solution donc, qu'on va rechercher, c'est celle qui va minimiser l'énergie, tout simplement, au sens de cette fonctionnelle. Donc on va chercher les fonctions spatiales et les fonctions stochastiques qui minimisent cette fonctionnelle. Alors on peut montrer que ça revient à minimiser un quotient de Rayleigh, que ça revient à rechercher une optimalité non pas par rapport à la norme quadratique moyenne précédente, mais par la norme induite par l'opérateur A.
comme A est positif, c'est un opérateur elliptique, on a effectivement une norme associée. Alors, évidemment, si on veut rechercher toutes les fonctions ici d'un coup, ça peut être assez coûteux, le problème n'est pas forcément très bien posé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on procède de manière greedy, c'est-à-dire qu'on suppose que si on a déjà trouvé une approximation, disons, de rang I-1, le prochain couple de fonctions stochastiques et déterministes, il est donné comme solution de ce problème-là. Donc on va chercher à apporter des corrections successives en augmentant à chaque fois le rang de l'approximation. Alors si on écrit les conditions d'optimalité sur ce couple V et bêta, eh bien, on obtient deux problèmes. La condition d'optimalité sur V, qui est donnée ici, donc j'appelle ça le problème déterministe, et une condition d'optimalité sur le coefficient stochastique, le lambda I. Okay. Alors ces conditions doivent être satisfaites simultanément, mais ces problèmes, malheureusement, pour U, ça dépend du lambda, et pour lambda, ça dépend du U. Donc comment on peut résoudre ça ? En fait, on peut montrer que, ici, cette solution est la solution d'un point fixe. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on peut itérer entre ces deux problèmes, ici, jusqu'à temps de converger. Alors là, j'ai juste remis un petit peu plus en détail à quoi ressemblent ces problèmes. Ce qui est intéressant, c'est le problème déterministe. Vous voyez que c'est un problème elliptique avec un terme source modifié, et ici un coefficient qui est bien positif, ce qui assure que le problème est bien posé. Alors, ce point fixe, la convergence, elle est comprendre dans un sens faible. Comme pour les problèmes de valeur propre, en fait, vous pouvez avoir plusieurs modes qui ont exactement la même énergie. Donc vous pouvez vous retrouver, si vous faites des itérations de points fixes sur cette application, à tourner dans un sous-espace de fonctions. Et ça, donc, ça conduit à des algorithmes type puissance, Arnoldi, Krylov, ou des choses qui sont directement inspirées des problèmes aux valeurs propres. Donc, je vais juste décrire l'algorithme le plus trivial qui soit. On commence par initialiser le lambda aléatoirement, et puis on répète jusqu'à temps qu'il y ait une certaine convergence. Le problème déterministe, on normalise la fonction déterministe, on recalcule le lambda, et on répète, jusqu'à temps qu'on converge, et on a notre nouveau couple. Et ensuite, on déflate le problème pour aller calculer le second couple. Ça peut être légèrement amélioré. À un certain moment, vous pouvez décider de fixer les fonctions stochastiques et recalculer les fonctions déterministes, ou à l'inverse, vous pouvez décider de fixer les fonctions déterministes et recalculer les fonctions stochastiques, les lambda. Donc c'est ce qu'on appelle faire un update, et ça améliore pas mal la solution. Puis il y a des méthodes type Arnoldi, où là, c'est encore mieux parce qu'on évite de faire une séquence d'itérations sur les problèmes déterministes et stochastiques pour exhiber chaque couple. On le fait juste une fois, mais on retient que les fonctions déterministes, avec une certaine un processus d'orthogonalisation à la Arnoldi, et à la fin, on résout un problème d'update sur l'espace engendré. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu la complexité de ces méthodes-là, le problème déterministe, il a la dimension de l'espace élément fini. Le problème stochastique, il a la dimension de la base stochastique que vous utilisez. Le problème d'update à m mode, c'est juste m fois le dim de S, ou bien ça pourrait être m fois le dim de VH. Mais en général, la dimension de l'espace élément fini est beaucoup plus grande que celle de l'espace stochastique, donc on choisit plutôt ce problème d'update. Et si on compare ça avec le problème de Galerkin, dont la dimension est la dimension de l'espace élément fini fois la dimension stochastique, vous voyez qu'on a ici des problèmes qui sont de taille beaucoup plus petite, pour peu que m, en particulier ici, m très petit devant le dim de VH. Et un autre avantage, c'est qu'on peut réutiliser assez facilement les codes. Donc là, je vous présente juste un exemple pour vous montrer comment ça se passe. C'est un problème de Darcy, donc c'est l'écoulement dans un milieu poreux. Et ce milieu poreux, il est stratifié. Et on a donc des conductions hydrauliques dans chacune de ces couches géologiques qui sont mal connues, mais qui sont considérées homogènes. On a aussi des conditions limites là, sur ce problème-là qui sont aléatoires. Je ne vais pas tout vous décrire. Mais en gros, la paramétrisation de ce problème-là fait intervenir 9 variables aléatoires qui ont toutes des distributions uniformes qui sont indépendantes. Et donc l'espace stochastique, c'est l'espace des polynômes de Legendre, du fait de la mesure uniforme, et on tronque jusqu'à un ordre donné NO. On a une discrétisation spatiale. Ici, je vous montre juste un morceau du domaine.
Mais en gros, la dimension du problème Galerkin, c'est à peu près 1 million pour du degré 2 et un peu plus de 3 millions pour du degré 3. Vous voyez l'augmentation très rapide du problème à résoudre. Alors, quand on applique les différentes méthodes et les algorithmes que je vous ai montrés, on voit ici la convergence de la solution avec le rang utilisé, soit mesuré par le résidu de Galerkin, soit directement l'erreur sur la solution complète, puisqu'on peut la calculer. Et vous voyez que donc, toutes les méthodes convergent à peu près. À un moment, on commence à stagner si on ne fait pas d'update. Donc l'intérêt, à un moment, si on fait greedy sans faire d'update, à un moment, on a du mal à progresser. Mais en gros, toutes les méthodes convergent. Vous voyez quand même qu'ici, on atteint des précisions qui sont des résidus relatifs, qui sont très très petits, des erreurs relatives de l'ordre de 10-6. Donc c'est des solutions extrêmement précises. Et si on regarde ce que ça donne du point de vue temps de calcul, on voit ici que pour Galerkin, pour atteindre une précision assez grande, c'est à peu près 10 heures de calcul, alors que pour les autres algorithmes, on est ici vraiment à des choses qui sont réduites par un facteur de au moins un ordre de grandeur en temps de calcul. Et si on regarde plus en détail les méthodes, on se rend compte que ici, c'est vraiment la méthode d'Arnoldi avec l'update qui est la plus efficace pour réduire l'erreur en fonction du temps de calcul, grâce au fait qu'on n'a pas besoin d'itérer pour converger sur chaque mode. Donc en gros, on a un calcul déterministe par mode à faire. Voilà. Alors, pour être très honnête, la séparation PGD, elle ne règle pas complètement le problème de la dimensionnalité, puisqu'on a séparé le stochastique du déterministe. Mais ici, on garde quand même des fonctions en très haute dimension si le nombre de variables aléatoires est grand. D'accord ? Donc, l'étape suivante, c'est de dire ce que l'on peut envisager de faire. Donc, si les xi sont indépendants, il y a une structure produit sur l'espace stochastique dans lequel on pas produit justement, mais tensoriel sur l'espace d'approximation stochastique. Et donc, on voudrait passer à quelque chose où on sépare maintenant la fonction de toutes les variables stochastiques en un produit de fonctions en chacune des variables stochastiques, donc un produit de fonctions univariées, toujours pour des questions de réduction de complexité du calcul. Okay, où chacune de ces fonctions serait prise donc, dans l'espace stochastique associé à la dimension considérée. Alors, en fait, ça se fait très très bien avec les algorithmes que j'ai décrits précédemment. Simplement, il y a à adapter. En fait, ce qu'on fait, c'est que on fait toujours ces itérations entre problème stochastique et problème déterministe, mais quand on résout le problème stochastique, on fait des optimisations alternées. C'est-à-dire qu'on fixe toutes les fonctions lambda i sauf une, on résout le problème pour cette fonction, et après on passe à la suivante. On fait comme ça des optimisations alternées. Et ça marche assez bien. Mais bon, ce qu'on réalise ici, c'est que on est en train de vraiment passer ici d'une fonction multivariée à une approximation avec de produits de fonctions univariées. Donc ça va être très bon pour réduire la complexité du calcul, mais sur la qualité d'approximation, ça va être assez mauvais. Et donc ce qu'on va plutôt faire, c'est des choses intermédiaires, où les fonctions multivariées, on va chercher à les approcher avec des approximations de rang R lambda, donc chacune d'entre elles. Donc ça, là, on arrive sur quelque chose qui est hiérarchique, avec une séparation déterministe, et pour la partie stochastique, on fait une approximation de rang faible. Et de nouveau, les algorithmes s'étendent bien. Il faut juste remarquer qu'en pratique, pour implémenter et pour faire les choses vraiment efficacement, c'est assez important d'avoir ici un paramètre qui s'écrit sous une forme aussi séparée. C'est le cas généralement pour les champs log normaux. Donc là, je vous montre un exemple où on a 7 variables aléatoires dans la paramétrisation. Ce sont les coefficients de l'équation elliptique dans chacune de ces sous-domaines. On va faire du degré 10, donc ça veut dire que l'espace de dimension stochastique totale aurait 11 à la puissance 7 comme dimension, donc ce serait un espace de très très grande dimension. Et ce que vous avez ici, c'est la convergence du résidu de l'approximation en fonction du rang de l'approximation pour différentes approximations de rang R lambda des fonctions stochastiques ici. Donc là, c'est différents R lambda qui sont essayés.
On voit que si on prend un R lambda qui est faible, on a la courbe rouge ici qui, en gros, décroît bien au départ et ensuite a tendance à stagner. Si on passe à un R lambda un petit peu plus grand, on a une bonne décroissance sur un rang général plus élevé, etc., etc. Ce que l'on observe, en gros, c'est que plus on monte dans le rang, qu'on va chercher de nouveaux couples, plus la fonction stochastique est complexe et nécessite elle-même un rang de développement élevé, ce qui est assez moral. Voilà. Alors, je vais essayer très vite de finir donc, sur la dernière partie, donc, qui est l'exploitation des approches de décomposition de domaine. L'idée, donc, c'est essayer d'utiliser des décompositions de domaine pour accélérer les calculs que j'ai décrits précédemment. Et donc, je vais commencer par le problème de la décomposition de Karhunen-Love. Je dis la décomposition de Karhunen-Love pour approcher le champ. J'ai dit, ce n'est pas très compliqué, il suffit de résoudre ici un problème aux valeurs propres, donc un problème de Fredholm, connaissant la covariance du champ. Okay. Et puis on a ici le développement tronqué en prenant la partie dominante et l'estimation d'erreur. Alors ça, c'est vrai, mais dans la pratique, ce problème va aussi falloir le discrétiser. Donc si j'introduis ici une base élément fini avec une approximation des fonctions propres sur cette base élément fini, donc ici les VK seraient mes fonctions de base en espace, et ici j'aurai les coefficients C alpha, donc pour le mode alpha de la solution, et ici les Q degrés de liberté de mon espace élément fini. Je vais devoir comprendre aussi cette équation à un sens Galerkin, donc je vais substituer plutôt cette approximation dans la forme et demander à ce que le résidu de l'équation soit orthogonal à toute fonction de l'espace élément fini. Et ça me conduit à résoudre un problème aux valeurs propres généralisées pour les coefficients de l'approximation, où vous avez ici les entrées de ce système et de la matrice de masse. Et le gros problème, c'est que c'est un problème aux valeurs propres en très grande dimension, puisque ça dépend de la dimension de l'espace élément fini, et ce n'est pas du tout relié au nombre de modes que vous cherchez à approcher. Donc là, on a vraiment un problème. Imaginez que vous ayez à décomposer ce champ sur un maillage de très grande dimension, comme on en rencontre typiquement. Vous avez un problème ici aux valeurs propres, avec peut-être 1 million de degrés de liberté. Et ça, ce n'est pas forcément très facile à résoudre, même s'il y a des méthodes de sous-espace qui permettent de le faire assez bien. Alors, l'idée qu'on a poursuivie ici, c'est de dire on peut très bien décomposer notre domaine de calcul en sous-domaines, sans recouvrement, et dans un premier temps, calculer ou résoudre plutôt ce problème aux valeurs propres sur chacun de ces sous-domaines, ce qui va permettre d'exhiber des modes locaux. Okay. Et ces modes locaux qu'on va normaliser, on peut les étendre à 0 en dehors du sous-domaine considéré. Et ça va nous former donc une base réduite sur laquelle qu'on va utiliser pour reconstruire le mode global. Alors l'intérêt, c'est évidemment que ce problème-là, discrétisé juste sur ce sous-domaine, il va avoir une dimension qui va être beaucoup plus petite. Ça, c'est un des premiers avantages. Donc si je collecte les modes dominants associés à chaque sous-domaine, je peux en faire une base réduite et je vais chercher à approcher mon mode global sur cette base réduite, donc ici par une somme sur les sous-domaines, des modes locaux fois des coefficients. Voilà. Et si je mets ça maintenant dans mon problème de Galerkin initial, donc je l'ai réduit, et je me ramène à résoudre ici un problème de dimension donné par la dimension de la base réduite et non plus la dimension de l'espace élément fini sous-jacent. Donc là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable en termes de taille. Et les blocs de cette matrice-là, c'est simplement la projection de l'opérateur de covariance sur les modes locaux. Donc, de nouveau, on peut ordonner les solutions, etc. On a des stratégies adaptées pour tronquer les développements locaux et tronquer le développement global, de manière à assurer une certaine précision sur l'approximation finale qu'on va avoir du champ. Ce qui est important de remarquer, c'est que ça s'implémente très bien en parallèle, puisqu'on a résout des problèmes locaux sur chaque sous-domaine, mais ils sont totalement indépendants les uns des autres. Ils sont éventuellement de petite taille si on fait les sous-domaines suffisamment petits, donc on peut utiliser des solveurs directs.
On pourrait éventuellement utiliser des discrétisations différentes d'un sous-domaine ou un autre, puisque après c'est juste reconstruire l'opérateur projeté, donc ça n'a aucun problème. Là, il y a un petit détail, c'est que on ne fait rien pour imposer la continuité des modes globaux entre sous-domaines, donc a priori on n'a pas approximation dans l'espace initial, enfin pas nécessairement, l'approximation qu'on obtient n'est pas nécessairement dans l'espace élément fini initial. Et puis donc, la taille du problème qu'on a à résoudre est essentiellement fixée par la précision qu'on veut sur l'approximation et non pas la discrétisation élément fini en dessous. Ça, c'était une première motivation. Et une seconde motivation qu'on avait surtout à l'esprit, c'est que, rappelez-vous ici la décroissance du spectre de la décomposition en fonction de la longueur de corrélation. C'est évidemment quelque chose qui est relatif. C'est la longueur de corrélation rapportée à la taille du domaine sur lequel on veut calculer les modes. Et là, ce qui se passe, c'est ce que je représente, c'est toujours la convergence des valeurs propres dans le développement de Kahn-Love. Donc, initialement, si j'ai un seul sous-domaine et que j'ai une convergence qui est assez lente, c'est la figure que je l'ai montrée précédemment, mais ici, j'ai mis une échelle log aussi dans cette direction. Mais si je commence à diviser ça en petits sous-domaines, donc de plus en plus petits, donc je considère de plus en plus de sous-domaines, localement, j'ai moins de variabilité en espace. Et ça me permet d'avoir des taux de convergence des développements locaux qui sont beaucoup plus rapides. Là, je suis passé en échelle log, et ce que vous voyez ici, c'est que pour D égale 256, donc j'ai 256 sous-domaines, en fait, ici, j'ai 256 spectres, donc il y a une certaine dispersion, parce que tous les sous-domaines ne sont pas identiques, donc je n'ai pas exactement la même décroissance spectrale du développement local. Et vous voyez que c'est de plus en plus rapide à mesure que je fais des sous-domaines de plus en plus petits. Donc là, j'ai un deuxième gain qui arrive. Voilà. Ici, c'est juste pour vérifier qu'on est capable de contrôler l'erreur. Donc vous avez l'erreur obtenue dans différentes façons dont on le mesure en fonction de l'erreur que l'on demande, et tout se passe bien. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe quand on considère de plus en plus de sous-domaines. Pour une erreur visée fixée, comment se comporte la taille de l'espace réduit. Et ce qu'on voit, c'est que la taille de l'espace réduit augmente avec le nombre de sous-domaines, tout simplement parce que, à un certain moment, même, vous allez faire des sous-domaines tellement petits que vous allez retenir au moins un mode sur ce sous-domaine, et donc asymptotiquement, vous allez avoir nt égale d ou plus, et ça va devenir contre-productif à un moment de diviser les sous-domaines. Mais il existe un optimum quelque part, on ne sait pas trop comment aller le chercher pour avoir le nombre de sous-domaines qu'on doit utiliser. Autre chose intéressante, c'est poser la question de savoir s'il y avait un effet, si tous les sous-domaines devaient avoir la même taille, ou si on pouvait avoir des inhomogénéités sur la taille des sous-domaines, voire de l'anisotropie dans la géométrie des sous-domaines. Et ce qui apparaît, c'est que sur ce noyau de corrélation qui est isotrope, on a un effet de l'isotropie des sous-domaines qui apparaît. Ce qui veut dire que si votre corrélation présente une anisotropie avec des directions privilégiées, vous auriez intérêt à aligner la géométrie ou la structure de vos sous-domaines avec ces anisotropies. Okay. Et là, c'est juste des facteurs de performance pour montrer qu'effectivement, quand on augmente le nombre de processeurs dans le calcul, on a quasiment un gain proportionnel au nombre de processeurs. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est absolument comme ça qu'on doit calculer Kahn-Love. En fait, l'idée qu'on a derrière la tête, c'est de dire que maintenant, on a une représentation de K à l'aide de variables locales, mais aussi des modes globaux. Et ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser la représentation locale de K à l'aide d'un petit nombre de variables aléatoires pour accélérer la résolution de cette équation elliptique dans le cas d'un échantillonnage par Monte-Carlo. Actuellement, on ne sait pas encore comment reconstruire une solution spectrale complète à partir des variables locales, parce qu'il faut tenir compte des corrélations entre les variables locales de différents sous-domaines. Et ça, on ne sait pas encore comment bien le traiter. On est en train de réfléchir à faire des approximations, mais ce n'est pas encore clair. Donc on est revenu un petit peu en arrière et on se pose la question de savoir, est-ce que si on faisait du Monte-Carlo, on pourrait exploiter le fait que localement, le problème ou l'opérateur peut se représenter avec un petit nombre de variables aléatoires. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc si on regroupe les inconnus du problème pour une réalisation en particulière en termes d'inconnus à l'intérieur des sous-domaines, donc les UIN, et des inconnus qui sont localisés sur les interfaces des sous-domaines, on peut réécrire le problème discrétisé par élément fini sous cette forme-là et exprimer
un problème réduit pour juste les inconnus sur le bord. Donc c'est le problème du complément de Schur, tout simplement. Okay. Donc un problème condensé qui porte uniquement sur les inconnus aux interfaces des sous-domaines. Donc là, on a la structure de cet opérateur. Dans la pratique, cet opérateur est jamais assemblé. On utilise au contraire des méthodes itératives pour résoudre ce problème-là, en exploitant le fait que ici, cet opérateur linéaire, cette matrice, plus exactement, a une structure diagonale par bloc, où en fait, ce qu'on a ici, c'est les problèmes intérieurs à chaque sous-domaine, et ils sont complètement indépendants, ce qui fait qu'on peut masquer les résolutions de tous ces problèmes-là et faire des méthodes très efficaces, en faisant la résolution en parallèle. Ce qui se passe ici, c'est qu'on va réutiliser ce problème-là pour faire beaucoup de réalisations Monte-Carlo. Donc on va faire énormément de tirages du champ K. Donc on va réutiliser beaucoup ce problème réduit. Et donc on se pose la question de se dire, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, du coup, de l'assembler dans une étape de pré-processing et après de le réexploiter. Okay. Alors, donc nous, on va vraiment chercher à évaluer cet opérateur à chapeau, parce qu'il est stochastique et qu'on va vouloir générer beaucoup d'échantillons de ce problème-là. Alors, comment on envisage de faire ça ? Eh bien, c'est tout simplement en remarquant que cet opérateur à chapeau, on peut le représenter comme des contributions élémentaires de chacun des sous-domaines. Et ce qui est assez chouette dans notre cas, c'est que ces contributions élémentaires associées à un sous-domaine ne font intervenir que le paramètre K de ce sous-domaine, et donc que les variables locales à ce sous-domaine, et pas toutes les autres variables. Le couplage se fait par le second membre, en fait. Donc ça veut dire qu'on peut espérer écrire, enfin, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on peut, enfin, c'est pas qu'on peut espérer, c'est qu'on peut écrire comment ce problème local, la même chose pour le second membre, cette contribution locale du sous-domaine D au problème condensé en termes des variables locales, et donc rechercher des développements en polynômes de chaos. Mais cette fois, les développements en polynômes de chaos vont être de faible dimension parce qu'ils ne font intervenir que les variables locales et non pas l'ensemble des variables qu'on aurait dans la paramétrisation totale. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Évidemment, une fois qu'on a cette représentation-là, pour le Monte-Carlo, il va falloir échantillonner de manière jointe toutes ces variables locales. Et ça, en fait, c'est donné par l'opérateur K du problème réduit, pardon, l'opérateur S du problème réduit sur le Karhunen-Love qui donne la structure de corrélation entre les variables locales. Donc, en fait, on va savoir a posteriori évaluer ça. Donc, quand on fait ça, voilà ce que ça donne. Alors ici, c'est un champ qui est log normal. Donc, ce qu'on représente, c'est en fait, le log du champ, donc qui est un champ gaussien. On représente ça en fonction de variables aléatoires locales. Et voici ce qu'on obtient quand on calcule la solution. Alors en haut, vous avez une réalisation particulière du champ pour différentes variances de la partie gaussienne. Vous voyez que là, il est relativement régulier. Et quand on augmente la variance, on commence à avoir des fluctuations de plus en plus concentrées. C'est le contraste qui est apporté par la variance quand après on passe ça dans l'exponentielle. Ce qui est représenté ici, c'est l'estimation de la solution moyenne donc, par Monte-Carlo. Et quand on retranche à une réalisation particulière la solution moyenne, donc ici c'est la déviation par rapport à la moyenne d'une réalisation particulière, juste pour voir le type de structure que vous pouvez avoir. Donc les conditions limites, ici c'est du Dirichlet homogène sur tous les bords, sauf en haut, on a du Neumann homogène. Voilà. Donc ça c'est la vraie réalisation, et ici c'est l'erreur entre ce que l'on calcule et par notre approche, donc de condensation approchée par polynôme de chaos, et la vraie solution. Vous voyez les erreurs. Alors là, vous aurez du mal à lire sur les valeurs sur les échelles, mais en gros, quand la variance augmente, la variance du champ, la variance du log du champ, on voit que les erreurs augmentent très significativement. Ok, donc là c'est la convergence sur la moyenne, donc ça c'est l'erreur sur la moyenne qu'on obtient lorsqu'on fait des développements en polynôme de chaos de degré 2. Vous voyez que l'erreur est très vite assez importante, mais si on fait des développements locaux de degré 6, on voit que l'erreur est beaucoup mieux contrôlée.
Ici, c'est l'erreur sur l'écart type, donc vous avez à peu près le même type de conclusion. À 1 degré 2, ici, quand la variance augmente très vite, l'erreur devient grande, et du degré 6, on permet d'atteindre des variances un peu plus importantes. Ici, ce que vous avez, c'est la convergence avec le nombre de réalisations de l'erreur intégrée en moyenne pour différentes valeurs de la variance du log du champ, et un nombre fixe de sous-domaines. Vous voyez que à un certain moment, enfin au début c'est l'erreur d'échantillonnage Monte-Carlo qui domine, et puis après elle stagne, parce qu'en gros on a atteint la précision, enfin l'erreur d'échantillonnage est dominée par l'erreur due au degré polynomial qui ici est fixe, et qui intervient d'autant plus tôt que la variance du champ est grande. Okay, donc il y a tout ça pour comprendre qu'il y a en fait un équilibre à avoir. Si vous êtes capable de payer un grand nombre d'échantillons Monte-Carlo, il va falloir en conséquence être aussi précis, pouvoir utiliser des développements polynomiaux de degré élevé pour avoir des erreurs qui s'équilibrent. Inversement, si vous savez que vous allez pouvoir faire que très peu d'échantillons Monte-Carlo, ce n'est pas la peine d'utiliser un degré trop élevé, parce que votre erreur d'échantillonnage va complètement dominer votre approximation. Ici, ce qu'on regarde, c'est le même genre de choses, et il y a un effet qui est tout à fait intéressant, c'est dans le cas de haute variance pour le log du champ, on a des convergences qui sont très dégradées et très très monotones entre les degrés pairs et impairs sur le développement en polynôme de chaos. Donc on a essayé de comprendre ce qui se passait, et en fait, clairement, ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez un degré impair, l'approximation polynomiale que vous avez des opérateurs locaux peut perdre la positivité. Ça se passe beaucoup mieux quand le développement est pair, on comprend, puisque c'est des puissances paires qui dominent. Mais quand vous utilisez des puissances impaires, vous êtes susceptible à un moment d'avoir l'approximation polynomiale des opérateurs locaux qui perd la positivité. Donc ce qui est représenté ici, ce sont l'apparition de valeurs propres envers négatives. Okay, et vous voyez que quand vous augmentez le degré 3, degré 5, degré 9, vous limitez de plus en plus la probabilité d'avoir ce type de développement. Ce qui pose la question de comment on pourrait être plus malin et essayer de faire des projections qui garantiraient la positivité de l'approximation de l'opérateur. Chose qu'on est en train de regarder actuellement. Voilà. Si on regarde l'analyse de complexité, bon, en termes de coût calcul, quand on passe de l'ordre 2 à l'ordre 3, c'est évidemment un peu plus coûteux sur les problèmes locaux. Il y a aussi des histoires de stockage qui augmentent pour stocker ces opérateurs locaux et leur développement polynomial. Mais dans l'ensemble, quand on augmente le nombre de sous-domaines, ça décroît bien parce que les tailles des problèmes locaux sont de plus en plus petits. Les opérateurs locaux font intervenir de moins en moins d'inconnus. Donc on a quelque chose qui converge de plus en plus. Mais par contre, on a de plus en plus d'opérateurs locaux à stocker, donc à un moment, ça stagne. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Et les temps calcul aussi se factorisent très très bien avec le nombre de processeurs, c'est ce qu'on a ici. Par contre, lorsqu'on a à résoudre, donc à la fin, ce que l'on fait, c'est qu'on échantillonne cet opérateur et on doit le résoudre. Vous voyez que ça revient à évaluer, quand on a échantillonné de façon jointe ces variables aléatoires, évaluer l'opérateur et réassembler l'opérateur complet. Et ça nécessite pas mal d'échanges entre processeurs. On a stocké les représentations locales sur différents processeurs. Et du coup, on observe une stagnation assez sévère, mais qui est assez classique de ces méthodes en termes de temps CPU quand on augmente le nombre de processeurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi qu'on travaille. Voilà, j'avais juste un petit peu de conclusion sur ces problèmes-là. Comme il est assez tard, je pense que je vais juste dire qu'il est très important pour moi de travailler maintenant à faire de l'équilibrage d'erreurs, entre erreurs d'échantillonnage, erreurs de discrétisation spatiale ou déterministe et de discrétisation stochastique. Une des façons de faire, ce serait d'introduire tout ça dans des contextes multilevel, donc avoir toute une hiérarchie de maillage spatial, mais aussi de base stochastique pour pouvoir être vraiment efficace et éventuellement même réussir à bien combiner les choses pour gagner. Tout ça, ça a aussi des connexions, je pense, avec les matrices hiérarchiques, donc ce serait intéressant de regarder ça. Et puis, bon, on aimerait regarder un petit peu comment on peut faire une approximation low-rank des opérateurs locaux. Là, ce qu'on a fait, c'est du Galerking tout à fait classique, mais on pourrait certainement gagner, et voir comment on pourrait imposer la positivité. Voilà.
Parfait, merci beaucoup.